Petite question, tu Ouais. parlais justement à un moment des personnes qui sont sorties de ton équipe. Ouais. Peut-être que ça vient d'erreurs de recrutement. Est-ce que tu peux nous partager peut-être les erreurs que tu as connues dans ton recrutement? Je vais vous partager un petit peu ma petite expérience, parce que je ne suis pas un cabinet RH, mais pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, il y a 5 ans, j'étais seul. Et d'ailleurs, à l'époque, on était dans le même coworking, donc j'étais derrière dans la petite bibliothèque à travailler seul. Maintenant, on est une équipe de 15 collaborateurs, avec, je dirais, en temps plein, ça fait 6 personnes, 6 à 7 personnes temps plein, mais 15 collaborateurs permanents. Quand on parle de recrutement et des erreurs, il y en aura forcément des erreurs. Et des fois, quand on me pose la question justement du recrutement, je sens dans la question, c'est peut-être pas le cas pour toi Ruben, mais cette notion de je veux faire parfaitement le super recrutement. Or, on parle d'humain. Et s'il y a bien un truc qui est imprévisible où il peut y avoir des erreurs, c'est l'être humain. Et je voudrais juste déjà décomplexer sur cette notion-là, c'est que quand on est amené à collaborer avec des futurs membres de l'équipe, il y a un taux d'erreur, ou à qui ça n'a pas marché. En fait, tu as 3 types de recrutement. Soit tu recrutes quelqu'un qu'on appelle un A-player. C'est quelqu'un qui va arriver dans la boîte et qui juste, il fait le job, ses responsabilités, mais même au-dessus. C'est le type de recrutement que tu vas avoir. Soit tu as juste quelqu'un qui est OK, qui fait le job, mais voilà, c'est OK. Et quelqu'un avec qui ça ne le fait pas, en fait. Et ça fait partie de l'équation. Et je voudrais juste que tu prennes conscience qu'il y aura forcément des erreurs. Et plus on avance, alors ce qui est bien, c'est d'apprendre des erreurs des autres, donc c'est cool de me poser la question. Mais aussi, il ne faut pas que ça empêche de lancer un premier recrutement ou un deuxième, parce qu'il y aura forcément des erreurs. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui procrastinent à cause de ça. La première erreur que je pourrais te partager, et c'est la plus grosse, c'est au niveau des valeurs. On parlait tout à l'heure des valeurs de l'entreprise, mais c'est pour moi plus important d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que la boîte, d'un point de vue humain, par rapport à la compétence associée à un rôle ou à des responsabilités. C'est-à-dire que si les valeurs ne sont pas là et sont complètement à l'opposé, c'est concrètement, tu imagines ta boîte comme une entreprise qui est un corps humain. Tu as différents organes dedans qui sont les membres de ton équipe. En gros, c'est comme si tu transplantais un cœur ou un rein, j'en sais rien, et qui est complètement en dehors de l'ADN de la boîte, c'est réjection directe. Le risque, c'est que la boîte, elle pète un câble ou il y a une réjection. Donc c'est hyper important, d'une part, quand on discute avec Manon, de connaître ses valeurs, d'avoir ce document dont on parlait tout à l'heure, aussi pour s'assurer qu'il y a un fit avec des valeurs. Et nous, on a 6 valeurs cœur. Et je peux te dire que quand on a un collaborateur qui a les 6, déjà, on a fait 80% du chemin. Et des fois, on peut sentir qu'il n'y a pas les 6, il y en a 5 ou 4. La performance, elle est moins bonne. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, s'assurer effectivement que la vision du collaborateur soit la même que celle de la boîte. J'en parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est clé. Ça, c'est un enseignement qui est assez récent, que je n'avais pas au démarrage. Maintenant, on met un point d'honneur à ce que ça soit checké en termes de recrutement. Et après, j'ai utilisé un sigle ou un anglicisme, GWC. G pour get it, W pour want it, et C pour capacity to do it. Donc en fait, quand on fait un recrutement, c'est important que les valeurs soient là, soient les mêmes, mais aussi que la personne, elle get it. Elle comprenne le job pour lequel finalement elle postule. Rien de plus frustrant de quelqu'un qui ne sait pas en fait pourquoi il postule, et donc du coup, s'il y a une mésentente sur les tâches, les responsabilités qu'il y a à faire et puis la volonté, bon déjà, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que moi je partage énormément dans les programmes, si tu veux, les fiches de poste pour les différents rôles, parce que plus la fiche de poste elle est détaillée, plus on s'assure que la personne comprenne, get it. Want it, tu veux quelqu'un qui veuille le job, quoi. Tu veux pas quelqu'un qui juste oh tiens, il y a un truc, non, tu veux quelqu'un qui le veut à fond, quoi. Qui dans sa candidature, tu vas sentir qu'il est hyper motivé. Et après, c'est la capacity to do it, c'est la capacité, donc là on parle de compétences, d'expertise, etc. C'est ce qui va faire la différence, par exemple, entre un collaborateur OK et un A-player. C'est cette capacité. Ensuite, derrière, nous, il y a un truc que l'on fait, et je pense qu'on est dans l'industrie de l'infoprenariat. Je ne sais pas si on est les seuls, en tous les cas, c'est ce qu'on enseigne en général. Je peux discuter avec d'autres boîtes, ils ne le font pas, on fait énormément de tests. Mais pas des tests. Alors oui, on fait des tests techniques, ou on fait aussi des tests de... C'est pas de personnalité, mais c'est des tests de comment nos futurs collaborateurs agissent de manière instinctive. Parce que les tests, il y en a un paquet sur le marché. On peut parler de tests de QI, c'est le plus connu. On ne fait pas de tests de QI, nous, mais on fait des tests vraiment comportementaux.
Il y en a un qu'on aime beaucoup utiliser, c'est le Strengths Finder de l'Institut Gallup, qui consiste tout simplement à identifier quelles sont les 5 forces principales de quelqu'un qui souhaite travailler avec nous. Et en fonction des forces, on peut difficilement tricher ce genre de test. On sait exactement si ces forces correspondent au job. Tu vois, quelqu'un qu'on va recruter, par exemple pour l'automatisation du business, il faut que dans les forces, ce soit quelqu'un de précis, de soigné, qui prend le temps peut-être de comprendre de manière stratégique tout ce qui doit se passer pour que l'automatisation soit pérenne. Et ça, tu le trouves dans les forces. Donc on fait ces tests-là pour tout le monde. Donc on a un tableau Excel avec tous les membres de l'équipe, les forces. On en a un deuxième qu'on utilise beaucoup et qui est peu connu en France, qui s'appelle le Kolbe, K-O-L-B-E. Et ça, on est vraiment sur des tests instinctifs. C'est comment quelqu'un va s'engager dans une action. Vous connaissez des gens qui vont, ok, ils ont une idée, boum, ils vont faire le truc. Vous les connaissez, peut-être que vous en faites partie. Et tu as d'autres personnes qui vont se dire, tiens, j'ai une idée, mais je vais récolter toutes les informations d'abord, les organiser, les structurer avant de démarrer. En fonction des postes que tu as, par exemple, quelqu'un qui va être sales, tu as limite envie qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle direct. Tu n'as pas envie qu'il se dise, on est d'accord ou pas? Ouais, tu as envie qu'il y ait de l'action qui soit faite. Par contre, quelqu'un effectivement qui est plus dans les process, tu as plus envie qu'il prenne son temps et qu'il calcule bien les choses. Donc ça, c'est StrengthsFinder, Kolbe. On en utilise un autre qui s'appelle 4 Tendencies, les 4 tendances de Gretchen Rubin. Certains de ces tests, ça coûte une vingtaine d'euros, ou certains sont même gratuits. Par exemple, le 4 Tendencies, il est gratuit. Et ça aussi, c'est un autre test pour savoir est-ce que, de manière innée, la personne, elle va être, comment dire, quand elle s'engage à faire quelque chose, elle le fait, ou non. Des fois, il y a des gens qui s'engagent, ils ne le font pas. Ou est-ce que, si on lui dit quoi faire, elle va avoir plus un comportement de « ok, je le fais » ou « non, parce que tu m'as dit de faire quelque chose, je ne le fais pas ». Tu vois, il peut y avoir des comportements rebelles ou ce genre de choses. Ben, c'est important, pour avoir travaillé avec un rebelle, c'est important de connaître ça. Parce que quand, par exemple, on travaille avec quelqu'un qui est rebelle, on va faire en sorte qu'une tâche soit marrante à faire. Il faut que ça soit fait. Donc c'est hyper important de comprendre les collaborateurs avec qui on travaille. Et je sais qu'en fait, tu parles des erreurs. Ne pas faire ces tests-là, c'est une erreur juste hyper grossière. Enfin, on peut éviter tellement d'erreurs si on fait ces tests-là. Dernier point que je voudrais mentionner sur les erreurs, je crois que c'est important de s'écouter quand on recrute quelqu'un. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Parce que des fois, on se dit « ouais, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour ce poste. On est un peu pris à la gorge. » Généralement, quand il y a un doute, ça s'empire en fait. Et après, on est un peu dégoûté. Donc même si dès le démarrage, tu recrutes quelqu'un, nous, ça nous est arrivé, notamment sur le fil de valeur, au démarrage, ça ne le faisait pas. On se séparait de la personne assez rapidement, au bout de 2 semaines, parce que ça ne le faisait pas, quoi. Donc ça ne servait à rien de continuer l'aventure de cette manière. Mais juste si je pouvais partager par rapport à la notion de A-player, justement. Ouais. Le A-player, du coup, c'est quelqu'un qui va challenger beaucoup peut-être le CEO ou l'entrepreneur, parce que en fait, tu peux pas demander à quelqu'un de rentrer dans ta vision, dans une case, alors que le A-player, le propre du A-player, justement, c'est d'aller se challenger et d'aller voir un petit peu plus. Et on peut peut-être être justement, ça peut, je pense, être les profils les plus difficiles à cadrer, ou pas cadrer, mais ouais, à garder en fait. En fait, il y a une vraie définition du A-player et tu en as plusieurs types. Mais là, tu en décris un qui est assez courant, mais c'est pas forcément, ils ne sont pas tous forcément comme ça. La définition est, je n'ai plus le nom du bouquin, mais c'est un bouquin de recrutement, Top Grading, qui donne la définition du A-player. Et la définition du A-player officielle n'a rien à voir avec est-ce que c'est plus un rebelle, est-ce qu'il va remettre en question le statu quo, ce genre de choses. C'est juste quelqu'un qui, quand tu le recrutes à un certain salaire, par exemple, dans une moyenne, va surperformer par rapport à la moyenne de tous les postes. Ça, c'est la définition pure du A-player du bouquin. Et évidemment, quand on parle de A-player, tu as des notions d'autonomie, et je sais qu'on va en parler avec Elodie, tu as des notions de prise d'initiative, de surperformer. Et nous, on a des A-players dans l'équipe, mais qui vont pas remettre du tout en question ce qui est proposé. Mais au contraire, ce qui est proposé, ils vont l'embellir, ils vont l'améliorer, tu vois, ce genre de choses. Donc, je n'attacherai pas juste l'étiquette du A-player qui va remettre en cause le statu quo. Il y en a, parce qu'il y a une certaine notion d'indépendance, tu vois, mais tous les players ne sont pas comme ça.